Et puis avec Benoît, on va discuter un petit peu de Théodo. D'où est partie l'entreprise et d'ailleurs ce nom extrêmement bizarre qui a interpellé ma curiosité. Alors Théodo, d'où vient ce nom extrêmement bizarre? Alors, ce nom vient en fait d'une première startup que j'ai créée avec mon associé actuel, qui s'appelle Fabrice Bernard, et qui s'appelle Allomatch. Donc la première boîte qu'on a créée, c'est Allomatch, et c'est allomatch.com. C'est le site du sport diffusé dans les bars. C'est pour les passionnés de sport qui veulent voir un match, ils peuvent le voir dans un bar. Ils peuvent le voir dans un bar. Et en fait, on a eu 3 premiers bureaux parce qu'on a beaucoup déménagé. Et comme on trouvait pas de nom quand on a créé Théodo, on a pris le barissant des 3 premiers points. Alors on est des matheux, il faut nous excuser. Le point d'équilibre du triangle, ça nous a amené dans Jardin-Luxembourg, précisément à un endroit où il y avait une statue. Cette statue, c'est la statue de Théodore de Banville. Alors si tu connais pas Théodore de Banville... D'accord, alors barissante déjà, je ne sais pas ce que c'est. Moi j'ai eu 3,5 en maths au bac. C'est vrai, donc barissante ça te parle quand même. Ouais, plus ou moins, mais je serais incapable de dire ce que c'est. C'est un poète du 19e siècle qui a fait venir Rimbaud à Paris. Donc voilà, il a sa statue au Jardin Luxembourg. C'est pour ça qu'on s'appelle Théodo. Bon alors, Théodo, qu'est-ce que ça fait concrètement? Alors, c'est vrai que c'est moins connu que Melty. Nous, on fait du B2B. Notre métier, en fait, c'est... je pense qu'on est en train de créer un nouveau métier qui est entre la société de conseil en strat et la SS2I. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est s'intéresser vraiment au business, problème de business de nos clients. On va essayer de comprendre comment on peut leur faire gagner plus d'argent. Et seulement, on ne va pas s'arrêter à recommandations, on va coder la solution. Donc on est entre les deux et on bosse pour des boîtes qui peuvent être aussi bien des grosses boîtes comme la Société Générale, Safran, des choses comme ça, que pour des startups. À chaque fois avec cette même logique d'être le pont entre le business et la réalisation technologique en fait, de la solution. D'accord, la société a été créée il y a combien de temps? Alors on l'a créée en 2009, début 2009. On a eu 3 ans, on va dire, où on a appris le métier. À se positionner. Avec les cicatrices dans le dos que je te montrerai tout à l'heure. Où c'était un peu dur. Et puis ensuite, on a découvert des choses comme l'agilité et tout ça. Et on a fait une grosse croissance depuis 2012. On faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Cette année, on va faire 12 millions environ. Donc on a fait une grosse croissance. Je crois que vous êtes bien positionné dans le French Web 500 qu'on est en train de finaliser. Donc, ah, cool. Justement, je découvrais les chiffres et je me disais, waouh, quelle progression. Ouais, on recrute beaucoup et ça marche bien. Donc justement, les chiffres clés, il y a combien de collaborateurs aujourd'hui qui bossent Environ 80, mais ça change rapidement puisqu'on a un plan de recrutement de 84 personnes cette année. Donc grosse croissance, quoi. Quelles sont les problématiques aujourd'hui auxquelles sont confrontés principalement vos clients? Aujourd'hui, c'est quoi pourquoi viennent-ils chez vous? Les clients, ils ont un mot à la bouche, c'est la révolution digitale. Il y a Amazon qui a révolutionné la distribution, les distributions de manière générale. Il y a bien sûr Uber, maintenant c'est devenu un verbe, Uberiser. Il y a Airbnb, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi, j'ai pas mal de clients banques. Il y a les fintechs qui arrivent, qui viennent soit des GAFA, des Google, Apple, Amazon et Facebook, mais aussi des nouveaux entrants, et qui finalement révolutionnent des industries, leur industrie, et ils ont besoin de réagir. Et pour ça, ils vont chercher de l'aide auprès de digital natives, de gens qui vont leur apporter une nouvelle manière de penser. Qui viennent vraiment chez vous pour développer des nouveaux projets, moins pour transformer le récit historique, en fait, plus entre les mains justement des SS2I traditionnels. L'idée, c'est de transformer nos clients par l'exemple. C'est-à-dire qu'on fait des premiers projets, on leur montre que c'est possible d'aller plus vite, c'est possible d'aller beaucoup plus vite, d'impliquer les utilisateurs, donc de faire des produits beaucoup plus pertinents avec moins de moyens. Et ensuite, du coup, ça donne envie à la fois au métier de développer ça et à la fois côté DSI, finalement de se dire il y a un certain nombre de projets qu'on peut faire de cette manière-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à contribuer à notre échelle à la transformation de nos clients. Vous recrutez plus de 80 personnes en 2016. Quelles sont les prochaines étapes justement pour Théodo? Comment tu dresses un petit peu la perspective? Quand tu grossis vite, tu te poses des questions parce que tu as plein de nouveaux problèmes que tu n'avais pas avant et que tu ne connaissais pas. Nous, notre stratégie par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle Théodo Academy. L'idée, c'est de lancer des boîtes qui sont indépendantes les unes des autres, qui ont un positionnement un peu différent, même très différent, pour qu'ils aient leur expertise propre et qu'ils puissent innover, mais avec à chaque fois un binôme qui est un binôme de dirigeants qui est actionnaire. D'accord, donc c'est un startup studio. C'est complètement un startup studio, sauf que c'est un startup studio qui est exclusivement pour les Théodoers en fait. Donc c'est à la fois un modèle de scalabilité
pour développer la boîte. Plutôt que de faire un gros machin, on fait des machins plus petits. Vous développez l'intra-entrepreneuriat ou C'est ça, intra-entrepreneuriat, hein. Voilà. Des intrapreneurs. C'est ou un modèle un petit peu à la Supercell à Helsinki, qui est un éditeur de jeux qui crée des petites cellules justement, des petites équipes pour développer des nouveaux produits. Ouais, ça ressemble à ça, et ça répond aussi à une problématique qui est l'attractivité. Parce que quand tu veux recruter beaucoup de gens, la recherche de talent, c'est clé. Et il faut leur donner des perspectives. Et l'une des perspectives, c'est de pouvoir créer sa boîte dans le cadre de Théodo Academy où tu es accompagné, etc. Quel est le profil aujourd'hui des collaborateurs chez Théodo? On est une boîte de geeks avant tout, hein, donc on cherche des développeurs. D'accord, geekette aussi, c'est le... Geekette, ouais. Alors, comme on coûte beaucoup dans les écoles d'ingé, on est confronté au fait que, à la base, déjà, il y a moins de filles que de mecs. Mais on essaie de recruter des filles aussi. Il y en a un petit peu plus, hein. Je crois qu'à l'Epitech, il y a quelques femmes qui ont intégré l'école. C'est en train de changer, hein, petit à petit. Voilà, donc il faut que ça s'accentue et il faut enfin dire que les métiers de l'ingénierie ne sont pas juste justement des histoires de barbus en tant que telles. Alors on reprend sur le profil. Ouais, alors nous on recrute beaucoup d'ingénieurs parce que en fait on cherche des profils qui à la fois sont des codeurs et des passionnés de code, mais en même temps font la conception avec le client. Donc c'est des profils qui sont très polyvalents et ces profils-là on les trouve en proportion importante dans les écoles d'ingé, dans les grandes écoles d'ingé. Du coup c'est là qu'on recrute les ressources. Toi par contre c'est un sujet qui t'interpelle en fait, puisque en tant qu'entrepreneur justement avec tous ces plans de recrutement, c'est quoi ton point de vue sur cet axe? Déjà, je me retrouve vachement dans ce que dit Alexandre, hein. C'est-à-dire que moi je suis focus sur mon business et finalement la politique, je m'en occupe très peu. La politique politicienne. Sincèrement, moi j'essaie de pas trop lire la presse parce que on est souvent déçus, quoi. Et en revanche, je suis content je me réjouis quand même quand il y a des initiatives comme ça qui vont dans le bon sens parce que on voit que dans cette loi il y a l'idée. 2/3 des Français sont opposés au projet de loi. Pour être cash, c'est bien parti. C'est bien parti, mais il fait partie d'un tiers. Il y a des efforts de. Je sais pas, je vais pas regarder en détail ce qu'il y a dans le projet de loi, mais il y a des choses comme le fait que les décisions soient prises plutôt au niveau de l'entreprise qu'au niveau global. L'idée que les décisions se prennent d'un point de vue micro plutôt que d'un point de vue macro. Ça va plutôt dans le bon sens parce qu'on sait qu'on peut optimiser, qu'on peut prendre en compte les particularités d'un secteur donné et donc ça va plutôt dans le bon sens. Dans la nouvelle économie, encore plus que dans l'ancienne, la clé c'est les talents. Et donc si on arrive à avoir des talents qui viennent pas uniquement de France et des universités françaises, mais aussi de partout dans le monde, c'est un énorme atout. Donc il faut encourager ça, il faut continuer avec ça, il faut aller plus loin. La francophonie c'est important, il faut qu'il y ait des gens qui parlent français, il faut que les Français surtout parlent beaucoup mieux anglais pour qu'on puisse recruter des gens partout dans le monde. C'est un énorme. Moi je passe la moitié de mon temps quasiment à Londres. Je vois l'avantage énorme que Londres a de pouvoir recruter des gens de partout dans le monde, c'est extraordinaire. Et puis la deuxième chose, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, indépendamment de la mesure, le message qu'envoie le gouvernement quand il fait quelque chose comme ça, c'est l'entrepreneuriat c'est important, l'entrepreneuriat c'est bien. Donc ça suscite des vocations auprès des jeunes pour créer des boîtes et ça va vraiment dans le bon sens. Toi Benoît, t'es 2 semaines par mois à Londres. Hein, je vais 1 semaine sur 2 à Londres et je trouve qu'effectivement, je partage ce que dit Alexandre, c'est impressionnant ce que font les Anglais. En fait, ils font un peu ce qu'on fait, mais ils sont très pragmatiques, ça va très vite, ils font ça avec beaucoup de moyens. Mais il y a aussi des avantages à être en France. Et je voudrais quand même en citer un, parce qu'on parlait de droit du travail tout à l'heure. En fait, on a le CDI en France, et le CDI, c'est un énorme atout. Parce que les gens sont en sécurité dans un CDI et ils s'engagent, en fait, énormément. Et moi, je vois par rapport au UK, les salariés au UK, ils sont moins engagés parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire virer du jour au lendemain. Et du coup, intellectuellement, ils s'engagent moins. Et en France, quand on arrive à créer une belle culture d'entreprise, les gens sont à 100%, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'il se passe des belles choses au UK et je les vois, il faut qu'on s'en inspire. Mais aussi, il y a de beaux atouts en France.